On continue le résumé de ce livre Libérez-vous des fringales. Pour mémoire, Julia Ross, addictologue, spécialiste de la psychologie alimentaire et qui tient une clinique pour suivre des personnes qui ont cette problématique de fringales. On a donc vu différentes étapes avec la chimie cérébrale, le ravage des régimes, la dépendance aux glucides, la problématique des surrénales, de la thyroïde, des allergies, et maintenant on va parler des levures, que ce soit champignons, candida albicans un peu plus connus. Un aspect vraiment important puisque ce sont des problématiques où on va avoir tendance soit à les ignorer, soit à tirer à boulet rouge dessus sans vraiment comprendre ce qui se passe. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette partie. L'auteur nous dit qu'elle a connu des cas où les fringales n'existaient plus que tous les 3 à 4 jours, et les personnes disaient c'est comme si ces fringales n'étaient pas les miennes. Eh bien en fait oui, elles avaient raison, ces pulsions proviennent d'organismes que l'on appelle levures. Et si nous avons des levures en trop grand nombre, eh bien on pourra se sentir ballonné, bouffi, surtout après avoir mangé des sucres. On pourra avoir tendance à avoir des mycoses, y compris sur les ongles, et ça c'est un indice important. On pourra avoir souvent des sinusites à répétition, mais encore au niveau mental, être confus, dans le brouillard. Et dans leur clinique, ils ont donc constaté que les problèmes de levure étaient très fréquents chez les personnes qui étaient là pour solutionner leurs problèmes de fringales. On va trouver ce genre de tableau dans le livre qui va nous permettre de faire une analyse pour savoir si on est concerné par un trop plein de levure, que ce soit au niveau de l'énergie ressentie, de notre fonctionnement mental, des troubles au niveau digestif, de la fonction sexuelle ou encore parties muscles et articulations. Ça, ce sont pour les symptômes principaux. Puis nous avons aussi les autres symptômes. Et bien sûr, tous ces problèmes pris indépendamment peuvent évidemment nous éloigner de cette problématique des levures. C'est pour ça qu'on va faire le cumul entre ces différents symptômes, y compris avec ces antécédents personnels, surtout pour ce qui concerne la prise d'antibiotiques et de certains médicaments. Et on fera après le total de tous ces points retenus dans ces différents tableaux pour avoir une estimation de notre problématique. Alors quand on parle de levure, ça ne parle pas forcément, mais quand on parle de candida albicans, on va déjà être un peu plus familier avec ce terme. En fait, les candida albicans font partie des levures qui sont présentes naturellement dans le corps et dans l'environnement. Il faut savoir qu'elles vivent en symbiose avec nous. Donc ces candidats qui sont des levures naturelles, quand elles se développent de manière exagérée, elles vont provoquer ce qu'on appelle une candidose, et à ce moment-là, ça sera une prolifération de ces levures de manière incontrôlée, partant des intestins, mais qui peut se retrouver dans la bouche, le vagin, etc. Donc ces levures ont des capacités à se transformer en champignons lorsqu'elles se développent de manière exagérée. Ce sera de longues structures comme des racines qui peuvent devenir envahissantes et traverser les parois intestinales pour aller coloniser différentes parties du corps. De plus, qui dit champignon dit sécrétion de toxines dans le sang, et tout ce processus va pouvoir endommager les parois intestinales et pourra déclencher des sensibilités alimentaires, des allergies et autres problèmes digestifs. Et à ce stade, on nous dit que l'émergence des levures, c'est une des causes majeures de fringales. Et des chercheurs estiment que c'est 25 à 35% de la population qui est atteinte, et en majorité des femmes. Parmi les causes principales, on va retrouver les antibiotiques, y compris tout ce que l'on trouve sous forme de traces dans les viandes. Pour mémoire, les antibiotiques tuent les bactéries sans discrimination, laissant la place aux levures qui sont opportunistes et qui vont en profiter pour proliférer. Mais aussi dans les causes, on va trouver la pilule contraceptive et les stéroïdes qui vont contribuer directement à la prolifération des levures. On peut trouver aussi les carences alimentaires avec entre autres les vitamines du groupe B. On aura aussi tout ce qui peut agresser les intestins, surtout si on a une sensibilité aux produits laitiers et au gluten. Tout ce qui peut aussi freiner le système immunitaire. Tout ce qui peut traumatiser le corps, que ce soit des opérations, des chimiothérapies, etc. Et enfin, la boucle est bouclée, aussi trop de sucreries, de féculents, d'alcool, en fait toutes les formes de sucre. Ça va nourrir les levures à partir du moment où on va dépasser nos capacités de digestion. Ce point est très important à comprendre. Les levures vont être ici pour consommer ce que l'on ne pourra pas assimiler et digérer. Donc on retrouve bien une notion de quantité adaptée à chacun. Et au passage, toute cette nourriture pour les levures provoquera des fermentations, avec souvent des gargouillis, des ballonnements, voire aussi d'ailleurs un taux d'alcool dans le sang qui va augmenter ne serait-ce qu'à cause de ce processus. Alors qui est concerné ?
Eh bien, il y a beaucoup de femmes en fait, que ce soit par des mycoses, des pertes blanches, des démangeaisons, des rougeurs, des irritations. Et la parenthèse, c'est bien d'essayer de dire qu'est-ce que je peux prendre contre ça, mais ce qui va être essentiel, c'est de comprendre le pourquoi, les causes, pour éviter que l'on y revienne sans cesse. Alors, comment prévenir la prolifération des levures? Elle nous dit qu'il y a 3 conditions à réunir. Premièrement, avoir une population stable de bonnes bactéries dans nos intestins. Deuxièmement, d'avoir un système immunitaire qui soit fonctionnel. Et troisièmement, une alimentation équilibrée avec des protéines, des légumes, des bonnes graisses et peu de glucides. Seulement voilà, à certains moments, les levures peuvent se propager et plus on les nourrit, plus elles prolifèrent. Et plus elles prolifèrent, plus elles sécrètent des toxines et interfèrent avec notre digestion. Et au fur et à mesure de la propagation de l'infection, les symptômes peuvent devenir plus complexes et plus diffus, commencer à avoir des formes de dépression, de léthargie, de brouillard et de confusion mentale, voire des sautes d'humeur, des syndromes menstruels, des perturbations de la fonction thyroïdienne, des sensibilités aux infections, principalement des sinus, des voies respiratoires et aussi de l'appareil urogénital, des gencives, etc. Une plus grande sensibilité aux polluants et aux fumées, tout ça peut dégénérer en véritable maladie environnementale. Et au passage, on pourra accuser l'environnement alors que la problématique elle est plutôt à l'intérieur. On peut aussi avoir des douleurs musculaires et articulaires et des mycoses de la peau et des ongles. Donc à savoir qu'on peut faire des tests à travers des analyses de sel dans des laboratoires spécialisés. On nous parle aussi des parasites. On peut aussi effectivement avoir des organismes microscopiques qui peuvent causer des fringales. Par exemple, Giardia. Ce sera principalement le cas quand on a un organisme affaibli. On pourra se retrouver avec ce genre de parasite qui va aussi se développer. Donc ici, juste pour dire que dans ce cas, il faut d'abord éliminer les parasites avant de pouvoir s'occuper du problème des levures. Au chapitre suivant, on voit comment éliminer les levures. Elle nous parle de 5 règles. Premièrement, éliminer les parasites. Deuxièmement, réduire progressivement les levures par des médicaments et des compléments. Troisièmement, réduire progressivement les glucides. Quatrièmement, renforcer le système immunitaire. Et cinquièmement, réparer la paroi intestinale. On verra dans mes conclusions, mais ce genre de règle a l'air de s'appliquer pour tout le monde et c'est bien loin d'être le cas, à mon avis. Puis on nous parle d'alimentation anti-levure. Alors anti-levure, moi je précise, anti-prolifération exagérée des levures. Car on doit bien sûr garder un minimum de levure présent dans notre organisme, puisque tout ça doit être en équilibre. Levure, champignons, bactéries, virus, tout ça fait que nous sommes ce que nous sommes. Alors pour contrôler cette prolifération de levure, on va plutôt stimuler notre système immunitaire. On n'oubliera pas le soleil et la chaleur sèche. On va limiter l'exposition aux toxiques. On va bien penser à bouger pour activer la lymphe, notre système de nettoyage, si souvent oublié. On va aussi penser à se détendre. On pourra utiliser des ails en épices ou compléments, produit qui va à la fois stimuler le système immunitaire et aider à limiter les levures et parasites. On nous dit aussi de boire de l'eau purifiée, ou des tisanes de gingembre, de menthe, de framboise, etc. Et on peut aussi être amené à raviver le feu digestif si on est concerné par une faible digestion, avec par exemple du gingembre, de la cannelle, de l'origan, du poivre, sauf bien sûr si on a un ulcère, un estomac sensible, ou s'il nous stimule à l'excès. Dans le livre, on a aussi ce genre de liste d'aliments à éviter. Au passage, les aliments contenant des levures, comme par exemple la bière, les produits laitiers, sauf certains types de yaourt ou du beurre, surtout le beurre cru, qui nous pose en général peu de problèmes. Attention aussi aux produits fermentés, qui sont très bons par ailleurs, mais là encore, comme toujours, c'est pas parce qu'un produit est très bon qu'on sera invité à en prendre tous les jours. Typiquement, si on a un problème de levure, le fait d'apporter des produits fermentés tous les jours pourra être problématique. Les fruits, une mention spéciale sur les champignons, effectivement. Bon, les viandes transformées, on devrait dans tous les cas s'en éloigner. Attention aux féculents forcément puisqu'ils sont source de sucre, y compris tout ce qui peut contenir du sucre. Donc voilà, ce genre de liste c'est pour donner des idées, c'est pas pour prendre toutes les choses à la lettre. En tout cas, on peut être invité à faire des tests, à les noter et à faire ça sur plusieurs jours, plusieurs semaines pour voir les effets qu'on peut avoir avec ces changements. Et en face, nous avons cette liste d'aliments sans risque. Elle nous dit surtout les 4 premières semaines. On peut être amené à manger un peu plus d'aliments contenus dans ce tableau. Et c'est bien elle qui précise pendant les 4 premières semaines. Et là encore, on pourra noter les choses pour voir les évolutions. Et bien sûr, on est invité à varier. On ne va pas se dire, moi j'adore les lentilles et du coup je vais manger ça pendant 4 semaines. Mais ça, c'est moi qui le rajoute. Et puis elle nous parle des aliments qui seront plutôt anti-moisissure et anti-levure.
avec les avocats, brocolis, les choux de Bruxelles, verts, frisés, etc. Dans les aromates, on a aussi le thym et le curcuma. Important, l'huile de noix de coco, non hydrogénée bien sûr, ou le lait de coco entier. Le citron frais aussi qui peut être utilisé comme condiment. L'huile d'olive, l'huile de lin, ça tombe bien puisque ce sont les deux huiles que l'on conseille en général pour les bons équilibres oméga 3, oméga 6. On a aussi l'oignon et les poivrons. On nous invite aussi à boire suffisamment d'eau pure pour soutenir les éliminations. Et dans cette eau, on pourra rajouter un petit peu de jus de citron par exemple. On peut aussi envisager des jus de légumes, par contre très peu sucrés, peu ou pas de fruits et sans trop de carottes et autres légumes racines. Et on peut aussi imaginer prendre des compléments alimentaires riches en chlorophylle, que ce soit chlorella, spiruline, alfalfa, etc. Et après les 4 premières semaines, eh bien on pourrait essayer de réintroduire des choses comme par exemple des fruits, et on observera notre réaction. Et si on a des ballonnements, des envies sucrées, eh bien on va pouvoir attendre une semaine ou deux encore. Par contre, pas d'alcool et pas de sucre. Après, elle nous parle des compléments anti-levure, et là elle insiste pour dire que ce sont pour les proliférations qui sont hors contrôle. Donc ça peut être des probiotiques comme Lactobacillus et Bifidus, ou encore la peau d'arco, des extraits de pépins de pamplemousse, de l'ail, de l'huile d'origan, de la biotine pour les contrôles d'envie sucrée, et elle nous donne tout un protocole autour de ces compléments. Et pour ce qui est du plan d'action, elle décrit tout ça en résumant toutes ces parties, et surtout elle nous dit de faire des examens avant tout. Bon, ceci dit, avec le tableau et entre autres les différentes mycoses, surtout aux pieds, cela peut parfois être suffisant pour comprendre que l'on est atteint de ce genre de problématique. Au passage, j'ai connu ça au niveau des ongles de pied. Alors c'est simple, c'était classique, on m'a donné des produits à mettre dessus, etc. Oui, voilà, sans me parler du tout de cette problématique potentielle liée à des levures. Mais c'était bien cette problématique, car après tous mes changements, je n'ai plus jamais connu ce genre de mycose sur les ongles de pied. Alors voilà, j'en arrive à mes conclusions personnelles. C'est vraiment un sujet important qui mérite de réfléchir à part entière. C'est pour ça d'ailleurs que ce genre de livre est bien, car il rentre relativement dans les détails des différents aspects. Et ces levures sont vraiment les choses qui sont les moins comprises aujourd'hui, je pense. Donc oui, on se rappelle qu'ils sont présents naturellement dans nos intestins. Et s'ils prolifèrent, ce n'est pas pour nous embêter, mais pour corriger des écarts alimentaires ou d'hygiène de vie. Alors tirer à boulet rouge sur eux sans rien changer, eh bien comment dire, c'est un peu la définition de la folie, car en fait on risque de refaire les mêmes choses et on aura très probablement les mêmes résultats. Car oui, c'est sûr que c'est un peu perturbant, les diverses mycoses, y compris aux pieds, donc très éloignés des intestins, peuvent pourtant prendre source dans les intestins à travers ces levures qui se transforment en champignons. Donc ce sujet est à prendre très au sérieux car les répercussions négatives sont nombreuses et souvent insoupçonnées. Et quand on parle d'éliminer les levures, eh bien déjà, rappel des levures, on en a, elles sont normales, donc on va en garder quand même la quantité qui va bien. Et ça, l'équilibre, il se fera tout seul à l'intérieur. Et en tout cas, ça dépendra bien de chaque cas. On ne peut pas dire qu'il y a 5 règles identiques pour tous à prendre dans l'ordre défini comme affirmé là. Bon, c'est aussi issu d'un programme spécifique à une clinique. Donc on note bien que c'est un des inconvénients des livres sur la santé. Si on devait aborder tous les cas de figure, on obtiendrait un recueil indigeste. Alors attention, prendre des substances même naturelles pour éliminer les levures peut conduire à de sévères désagréments, à cause entre autres des toxines relâchées en grande quantité au moment où ces levures vont disparaître. Donc renforcer le système immunitaire, prendre soin de ses intestins, réduire les glucides pourra être suffisant dans la plupart des cas. D'autant plus si on comprend bien pourquoi on le fait. Et autrement, il sera beaucoup plus prudent de rentrer dans cette démarche-là que de se dire je vais prendre un anti-levure et on verra bien ce qui se passe. Et on peut bien sûr aussi se faire accompagner pour aider à comprendre un peu mieux dans quelle situation on se trouve. Dans tous les cas, ces 2 chapitres sont des apports très intéressants sur la problématique des levures et des champignons, et ça va bien au-delà des fringales. Voilà pour le résumé de cette 4e partie.